Cette mission visait des installations de recherche et de production d'armes chimiques à une centaine de kilomètres au nord de Bagdad. L'objectif était difficile à localiser. En plus, nous devions éviter les missiles irakiens. Notre groupe d'attaque se composait de 6 chasseurs. Nos bombes ont toutes atteint leur cible et nous avons réussi à échapper à la défense antiaérienne. Il était capital pour nous de détruire ces installations. La menace des armes chimiques était trop grande. Il fallait absolument priver les Irakiens de ce moyen de pression. Les porte-avions géants de l'US Navy sont les bâtiments de guerre les plus puissants que le monde ait jamais connus. Le groupe de combat constitué autour de ce porte-avions dispose de différents types d'avions de guerre très sophistiqués qui lui permettent de faire face à toutes les situations, n'importe quand, n'importe où. Pesant jusqu'à 100 000 tonnes, dotés d'un pont d'envol de la taille de 3 terrains de football, les porte-avions sont les plus grands navires de guerre jamais construits. Leur équipage de 6500 hommes se consacre à une seule tâche, s'assurer que les 85 appareils de l'escadre aérienne peuvent prendre l'air et combattre. Les chasseurs multirôles FA-18 Hornet et F-14 Tomcat, les chasseurs tout temps A-6 Intruder ainsi que différents avions d'appui ont chacun des tâches spécifiques. Utilisés de façon combinée, ces appareils peuvent néanmoins accomplir pratiquement tous les types de missions. Le McDonnell Douglas FA-18 Hornet, super chasseur aux talons multiples, est à l'heure actuelle l'appareil d'assaut le plus important de l'US Navy. Une escadre aérienne peut en regrouper jusqu'à 40 répartis en 3 ou 4 unités. Le F-18, en service dans des versions monoplace ou biplace, assure, entre autres missions, la défense aérienne rapprochée du porte-avions. Il effectue également des opérations offensives de chasse lointaines, ainsi que des attaques au sol et des raids anti-navires. Doté de commandes fly-by-wire, équipé de radars multimode et de systèmes de vol gérés par ordinateur, propulsé par 2 turboréacteurs à post-combustion développant plus de 7 tonnes de poussée, le Hornet est l'avion préféré des pilotes de la Navy. Entre les mains de pilotes surentraînés, le F-18 est capable d'affronter et de venir à bout d'un ennemi en combat aérien avant de reprendre position à haute ou basse altitude pour mener à bien des attaques au sol en larguant ses bombes avec une redoutable précision. Le point fort du Hornet réside dans la précision avec laquelle il peut attaquer ses objectifs au sol. Il peut lancer des bombes conventionnelles ou des missiles guidés et ouvrir le feu avec son canon Gatling M61 de 20 mm.
Le FA-18 peut transporter une large gamme de charges extérieures. Réservoirs supplémentaires destinés à augmenter son rayon d'action, missiles air-air, armes guidées ou non guidées. Le Walleye 2 est une bombe volante non propulsée à guidage TV, utilisée pour détruire des bunkers, des bâtiments et des ponts. Les missiles Maverick à guidage infrarouge ou laser sont particulièrement efficaces contre les chars ennemis. Ces Maverick, missiles supersoniques d'une portée de plus de 20 km, ont eu des effets dévastateurs durant la guerre du Golfe. L'un des rôles clés des Hornets est d'assurer la neutralisation des radars et des systèmes de missiles équipant la défense antiaérienne ennemie. L'arme principale dont ils disposent est le HARM, le High Speed Anti-Radar Missile. Ce missile autodirecteur anti-radar possède un système de guidage informatisé très sophistiqué qui lui permet d'atteindre les radars ennemis en se guidant sur leurs émissions. Le Hornet peut également larguer des bombes guidées avec une précision stupéfiante. Chargées d'explosifs surpuissants et équipées de têtes chercheuses sensibles, conçues pour se diriger vers l'impact d'un rayon laser réfléchi par une cible, ces bombes à guidage laser de 500 kg à 1 tonne sont capables d'atteindre à quelques centimètres près leur objectif. Bien qu'essentiellement avion d'attaque, le F-18 fait aussi magnifiquement office de chasseur de supériorité aérienne. Son armement à courte portée air-air est constitué du missile Sidewinder AIM-9 qui se dirige vers la chaleur dégagée par les appareils ennemis. Mis au point à l'origine dans les années 1950 et continuellement modernisé, le Sidewinder a signé plus de victoires qu'aucun autre missile. Pour les affrontements à moyenne distance, le Hornet est équipé du missile Sparrow AIM-7 à guidage radar. Ce missile a une portée atteignant 45 km. Le AMRAAM AIM-120, un missile air-air de pointe, est aussi rapide que le Sidewinder. Sa portée est supérieure à celle du Sparrow. L'AMRAAM possède son propre système de guidage radar. Aussi, dès que le missile a été lancé, le F-18 peut se détourner de son objectif pour engager une autre cible. Le Hornet fut le premier d'une nouvelle génération d'avions de haute technicité à entrer en service au sein de l'US Navy. Un système de contrôle de vol fly-by-wire géré par ordinateur donne aux pilotes une maîtrise excellente de tous les types de manœuvres aériennes. La grande maniabilité de ce chasseur en fait un adversaire redoutable et redouté en combat rapproché. Pendant de nombreuses années, le Grumman A6 Intruder a été le chasseur lourd d'attaque des escadres aériennes. La plupart des porte-avions comptaient un escadron composé de 14 de ces appareils précis et dévastateurs. Les deux hommes qui composent l'équipage d'un Intruder sont assis côte à côte. L'A6 n'est pas un poids-plume. À pleine charge sur la catapulte, il accuse plus de 27 tonnes. Les Intruders étaient les premiers avions à réaction d'attaque capables de voler et de livrer des combats de jour comme de nuit. Grâce à leur équipement électronique de pointe, les Intruders étaient les seuls à pouvoir attaquer avec précision quelles que soient les conditions météo.
l'US Navy engagea l'Intruder en combat pour la première fois au Vietnam en 1965. Conçu comme un vecteur de bombes subsoniques, il pouvait attaquer dans n'importe quelle condition. Pendant la majeure partie de la guerre du Vietnam, le A-6 était le seul avion capable d'effectuer des attaques de précision sur les cibles Viet Cong, malgré les conditions météo en pleine mousson. Les Intruders transportent leur armement sur 4 points d'accrochage d'ailes et 1 sous le fuselage. Chacun de ces avions transporte plus de 8 tonnes de bombes, plus que les forteresses volantes B-17, ces bombardiers de la Deuxième Guerre mondiale. Les premiers A-6 étaient dotés d'un système de visée radar. Pendant que le pilote de l'Intruder contrôlait l'appareil, le bombardier assis dans le siège de droite recherchait et désignait les cibles, puis assurait la visée et le largage. Les versions plus récentes de l'Intruder possèdent une tourelle orientable sous le nez. Cette tourelle abrite des détecteurs infrarouges pour la recherche diurne ou nocturne des cibles. Utilisant un laser pour mesurer les distances de tir et pour désigner les cibles aux missiles à guidage de précision, les Intruders lâchent toujours leurs bombes au moment adéquat. Les bombes à guidage laser Paveway sont les armes conventionnelles les plus puissantes et les plus précises de l'arsenal dont dispose l'Intruder. Cependant, contre des objectifs de grande taille ou dispersés, les bombes à fragmentation sont plus efficaces. Les bombes à fragmentation de type Rockeye contiennent en général plusieurs centaines de grenades à double usage, antipersonnel et anti-blindage. Elles peuvent aussi être chargées avec toutes sortes de charges secondaires, qu'elles soient explosives ou incendiaires. Pendant 3 décennies, l'Intruder a donné à l'US Navy une capacité d'attaque tout temps. Mais en 1991, la guerre du Golfe menée contre Saddam Hussein était probablement la dernière campagne militaire de ce gros chasseur. Les structures de base de l'Intruder ont pris de l'âge et à partir de la fin des années 1990, le A-6 sera remplacé par de nouvelles versions du Hornet bien plus modernes. Mais une variante de l'Intruder va rester en service pendant de longues années encore, le EA-6B Prowler. Son rôle est de protéger les avions d'assaut embarqués en brouillant et en attaquant les radars de la défense aérienne ennemie. Identifiable à son cockpit quadriplace et à sa verrière dorée, le Prowler est le fer de lance de l'US Navy en matière de guerre électronique. Cet appareil transporte des récepteurs radars et des émetteurs de brouillage hautement perfectionnés dans un bulbe situé à la partie supérieure de la dérive de queue et dans des nacelles sous la voilure. Disposant de moyens électroniques de pointe pour reconnaître les systèmes de défense aériens ennemis, les Prowlers peuvent brouiller les transmissions adverses, passer à l'attaque grâce à leurs missiles ARM ou encore transmettre des données de localisation. Une escadre aérienne comprend également un minimum de 4 avions ravitailleurs KA-6D Intruder. Grâce à un dispositif de ravitaillement en vol composé d'une perche et d'un entonnoir et au réservoir sous leurs ailes, ces véritables stations-service volantes permettent aux forces d'intervention de rester en vol. La tâche principale du Grumman F-14 Tomcat est d'assurer la défense de la flotte. Ce chasseur multirôle, aux ailes à géométrie variable, entré en service au milieu des années 70, se cantonna d'abord dans son rôle d'intercepteur. Récemment, on attribua au Tomcat un rôle d'attaque au sol limité. Capables de détecter et de détruire des appareils ennemis situés à des centaines de kilomètres du porte-avions, les Tomcat forment le cercle extérieur des moyens d'interception en strate d'un groupe de combat. Quand ils accompagnent au combat les forces d'intervention, les F-14 protègent les appareils d'attaque contre les chasseurs ennemis.
La tâche principale du Tomcat reste la maîtrise de l'espace aérien. Son armement principal est constitué par l'étonnant missile AIM-54 Phoenix. Doté d'une portée de 150 km, c'est le missile air-air le plus gros, le plus efficace et le plus coûteux que possède la Navy. Le contrôle aérien de l'escadre est assuré depuis les airs par le poste de commandement du Grumman E-2 Hawkeye. Son équipage peut prendre en charge le contrôle simultané de douzaines de combats aériens et d'offensives au sol. Il peut coordonner des patrouilles aériennes de combat, diriger des opérations de ravitaillement en vol et fournir des renseignements aux forces de surface alliées par l'intermédiaire de liaisons de transmission. Le cœur de cette station radar volante est le radome géant du radar APS-139. Le Hawkeye est capable de suivre simultanément 600 cibles aériennes à des distances pouvant atteindre 400 km et de détecter des émetteurs radars ennemis jusqu'à 800 km. Le Lockheed S-3 Viking est la principale arme de lutte anti-sous-marine des porte-avions. C'est un appareil qui peut aussi lancer des bombes conventionnelles et des missiles. Il est également employé comme avion de renseignement électronique chargé de l'écoute des communications et de la localisation des dispositifs radars de l'ennemi. À l'heure actuelle, une troisième version du Viking remplace l'Intruder en tant qu'avion ravitailleur au sein des escadres aériennes. Le Vought A-7 Corsair était l'avion léger d'attaque et de défense le plus utilisé par l'US Navy jusque dans les années 80, date à laquelle l'arrivée du FA-18 Hornet plus moderne signa sa fin de carrière. Mais alors qu'en 1991 on retirait le Corsair des escadrons montant en première ligne, l'endurant chasseur d'assaut fut appelé pour la dernière fois à jouer un rôle important dans une guerre. Le 2 août 1990, l'Irak de Saddam Hussein envahit le Koweït. En masse, les forces irakiennes passaient la frontière et s'emparaient de l'émirat riche en pétrole. Le monde entier condamnait immédiatement cette agression. Les États-Unis envoyaient aussitôt des chasseurs F-15 défendre les puits de pétrole d'Arabie Saoudite, un pays voisin. Mais l'envoi de ces chasseurs n'était qu'une solution intermédiaire. Il en fallait beaucoup plus pour dissuader les Irakiens d'attaquer l'Arabie Saoudite. La façon la plus rapide d'acheminer une véritable force de combat dans le Golfe était de mobiliser l'US Navy en faisant naturellement appel aux porte-avions. En quelques jours, les groupes de combat constitués autour des porte-avions en provenance de l'océan Indien et de la Méditerranée se mettaient en position dans la zone de conflit et commençaient à patrouiller dans le Golfe Persique et la mer Rouge. D'autres groupes de combat furent envoyés d'urgence depuis les États-Unis jusque dans la zone, de sorte qu'au moment du déclenchement des hostilités, 6 porte-avions se trouvaient en position. Les escadrons composés de Hornet et d'Intruder commencèrent à planifier autant de sorties qu'il était possible d'envisager. Les briefings concernant les objectifs potentiels et les tactiques employées par les Irakiens entrèrent dans la routine quotidienne. L'attaque Squadron VA-34 était composée d'A-6 Intruder faisant partie de l'Air Wing 7, embarqués sur le porte-avions à propulsion nucléaire Eisenhower. Leur première tâche fut de dissuader Saddam Hussein de s'emparer des puits de pétrole saoudiens, les plus importants gisements du monde. Tous les stratèges des forces de la coalition étaient surtout préoccupés par la nature de la menace. L'Irak possédait l'une des plus importantes aviations militaires du monde. Ces escadrons de première ligne regroupaient des chasseurs sophistiqués comme le MiG-29 Fulcrum de construction soviétique et le Mirage F-1 de fabrication française. L'armée irakienne était la 4e armée du monde par la taille. Avec à sa tête Saddam Hussein, un dictateur impitoyable qui apparemment ne reculerait devant rien pour parvenir à ses fins, cette armée était elle aussi bien équipée. Neutraliser l'aviation irakienne ne semblait pas chose facile. Les planificateurs de la Navy savaient que leurs ennemis potentiels étaient stationnés sur des bases aériennes organisées en complexes énormes, extrêmement bien protégés par des sites de missiles sol-air et une puissante artillerie antiaérienne.
Après une minutieuse préparation, les escadres aériennes des 6 porte-avions en poste au Moyen-Orient étaient prêtes à passer à l'action. Quittant la salle de réunion après avoir assisté à un dernier briefing, les pilotes de combat de la Navy s'apprêtent à endosser leur encombrante combinaison de vol. Pendant que les pilotes se préparent à prendre l'air, les équipes de maintenance travaillent sans relâche dans l'énorme pont hangar pour s'assurer que les appareils sont eux aussi prêts à entrer en action. Les appareils sont hissés du pont hangar jusqu'au pont d'envol grâce à l'un des énormes ascenseurs du porte-avions situé en bordure du pont. Les avions pénètrent alors sur une scène où, en apparence, règne un véritable chaos. Mais il y a un ordre caché au sein de cette activité frénétique. Les membres d'équipage chargés de préparer les vols de l'escadre aérienne portent tous un gilet de couleur qui indique instantanément leur rôle. Ceux qui portent des gilets violets sont les spécialistes du ravitaillement en carburant, et ceux qui arborent des gilets marrons assurent l'entretien des appareils. Ceux qui portent des gilets verts sont chargés d'accrocher et de décrocher les dispositifs de catapultage et d'appontage. Ceux qui portent des gilets rouges sont les spécialistes de l'armement. Ils préparent le chargement mortel des escadres aériennes. Ils surveillent la mise en place de tous les engins explosifs depuis les bombes jusqu'aux missiles Sidewinder. Les pilotes procèdent à une dernière série de vérifications avant de s'installer dans le cockpit et de se préparer au catapultage. Ensuite, l'activité qui règne sur le pont prend une forte tension, tandis que les turboréacteurs grondent et que les appareils parés au décollage sont placés les uns après les autres sur la catapulte. Les vérifications finales sont terminées. Les appareils sont armés et prêts, les pilotes en place. Les équipes chargées du catapultage accrochent le dispositif de l'avion sur les catapultes à vapeur. Celles-ci vont donner aux 30 tonnes de l'appareil une accélération qui lui fera atteindre la vitesse de 250 km/h en moins de 3 secondes. Un salut du pilote pour indiquer que tout est paré et l'ordre est donné. Lancez les avions.
Pendant la guerre du Golfe, la puissance aérienne du porte-avions prenait la forme d'un détachement d'assaut, l'Alpha Strike. Au début du conflit, les moyens de défense irakiens représentaient encore une menace potentielle et de nombreuses offensives à basse altitude furent menées en territoire ennemi. L'importance des raids varièrent en fonction des objectifs, depuis des attaques menées par 2 A6 ou 2 Hornet jusqu'aux forces combinées impliquant plusieurs porte-avions et regroupant jusqu'à 100 avions. La responsabilité de décider des moyens à mettre en œuvre pour accomplir chaque mission incombait aux officiers supérieurs commandant les escadres aériennes, comme le capitaine de vaisseau Mark Fitzgerald. Mon travail consistait à regrouper et à associer les appareils dont je disposais. Des chasseurs de combat rapprochés, escortant un groupe d'assaut de A6 ou de F-18 par exemple. J'envoyais des prowlers assurer le brouillage, parfois des S-3 pour l'écoute électronique. Si j'avais besoin d'avions ravitailleurs, j'envoyais des A6 et des S-3, et je composais une sorte de formation d'assaut homogène pour aller frapper un objectif. Expect to see another, they're coming up on the right, sir. Okay, we've got another 5 coming up over here on the right. You two go to the lead tanker, you two go to the number 2 tanker, and they'll brief a port or starboard hose. So, you know, they have a hose to go to, that's what they go to. Okay, got 2 coming up on your left, sir. Not a CDL on the aircraft. Okay, I've got 2 F-18s down here on my left. Can you get that data? It's beautiful. Yeah, that's a pretty data. Parfois, il fallait assurer le ravitaillement en vol de 30 chasseurs à l'intérieur d'une minuscule portion d'espace aérien en garantissant la sécurité de tous les appareils. C'était un effort phénoménal de ravitailler ces avions en carburant, surtout autant d'avions à la fois, en un temps aussi court pour leur permettre de continuer leur mission. Ces avions ravitailleurs sont les héros anonymes de la guerre du Golfe. Les lourdes charges d'armement réduisant le rayon d'action offensive des avions tactiques, ces stations-service volantes avaient une importance vitale. Les escadres aériennes s'étaient préparées à des tâches prédéterminées. Il leur fallait jouer leur rôle dans la destruction des moyens de défense aériens irakiens, où qu'ils se situent, au cœur des villes ou en plein désert. La mission des forces d'intervention était de réduire à néant la capacité de combat de l'Irak en détruisant ses centres vitaux, lignes de communication et infrastructures. Les premières attaques se déroulèrent à basse altitude. Mais après la destruction des moyens de défense aérienne de l'Irak, les appareils de la Navy purent passer à des offensives moins risquées, à des altitudes plus élevées. L'atout principal de la coalition était sa capacité à utiliser un armement de haute technologie pour frapper l'ennemi avec une précision encore jamais vue. Des détecteurs de pointe permettaient par exemple aux pilotes de repérer et d'accrocher leurs objectifs de jour comme de nuit. Les ponts, les centres industriels, les bases aériennes, les routes, rien ne fut épargné. Les Hornets larguèrent des leurres tactiques qui déstabilisèrent les facultés d'analyse des radars ennemis. Les missiles anti-radar HARM firent rapidement comprendre aux Irakiens que leurs émissions radar pouvaient s'avérer dangereuses pour l'intégrité de leur système de détection. Les bombes guidées telles que la Walleye à guidage TV montrèrent leur efficacité lors des attaques de précision. Mais l'armement guidé le plus important était la bombe Paveway à guidage laser. Cette bombe pouvait exploser à quelques centimètres d'un objectif désigné. Le
Le 17 janvier 1991, un groupe d'assaut décolla des porte-avions Saratoga et John Fitzgerald Kennedy pour accomplir la première mission de jour de la guerre du Golfe. L'objectif des Hornets était l'énorme complexe de bases aériennes H-3 situé dans l'ouest de l'Irak. Au cours des premiers raids déclenchés durant la nuit précédente, plusieurs appareils d'assaut alliés avaient été abattus par l'artillerie et les missiles sol-air irakiens. En ces premières heures de la guerre, les chasseurs irakiens constituaient encore une menace. Les 4 Hornets du Saratoga étaient lourdement armés. Ils portaient chacun 4 bombes de 900 kg et des missiles air-air destinés à assurer leur propre protection. La formation se trouvait à une cinquantaine de kilomètres de son objectif quand un Hawkeye E-2, chargé d'assurer le contrôle aérien lointain, donna l'alerte. Des appareils ennemis étaient en vol. 2 MiG en maraude s'approchaient dangereusement des Hornets. Les 4 Hornets localisèrent rapidement les MiG et les accrochèrent aussitôt sur leur radar. Ce jour-là, le lieutenant-colonel Mark Fox volait en tête du détachement. J'ai rapidement fait basculer le radar du mode air-terre au mode air-air et j'ai accroché le MiG de gauche. Mon ailier s'est chargé de celui de droite. Il se rapprochait de nous. Droit devant à vitesse supersonique estimée à Mach 1,2. J'ai d'abord tiré un Sidewinder avant de lâcher un Sparrow. Le Sidewinder a fait mouche et le Sparrow est passé à travers la boule de feu. Mon ailier, le lieutenant Mangillo, a lancé un Sparrow qui a détruit l'autre MiG. Ces Hornets de la Navy venaient de signer leur premier engagement de la guerre. Le combat, depuis l'alerte lancée par le Hawkeye jusqu'au moment de l'impact des missiles, avait duré moins de 40 secondes. Mais la mission n'était pas terminée. Les F-18 repassèrent leur radar en mode air-sol avant d'attaquer avec succès une base aérienne. En dehors des combats, le plus excitant pour un pilote, c'est le décollage et l'appontage sur le porte-avions. En général, l'appontage demande beaucoup plus de concentration. Et il n'y a aucun droit à l'erreur à ce moment-là. Au cours des opérations de combat, nous avons parfois dû ramener des bombes non larguées pendant le vol, ce qui ajoutait du poids à l'appareil en approche et provoquait encore un peu plus de tension au moment de l'appontage, surtout de nuit. En plus, nous revenions la plupart du temps avec un niveau de carburant assez bas. Et nous n'avions pas le temps, enfin je veux dire la sauce dans notre jargon, de rater le brin d'arrêt et de refaire plusieurs approches. Il fallait vraiment apponter du premier coup. C'est une expérience plutôt grisante. En fait, bien que le combat vous donnait une décharge d'adrénaline, croyez-moi ou non, après les missions de combat, l'appontage de nuit devenait un peu de la routine. Les 6 porte-avions de l'US Navy stationnés en mer Rouge et dans le golfe Persique ont effectué des opérations à rythme extrêmement élevé durant toute la guerre. Les avions rentrant de mission devaient être dégagés des brins d'arrêt et mis à l'écart le plus vite possible pour permettre aux appareils suivants d'apponter. Les avions nécessitant une maintenance devaient être descendus par ascenseur, tandis que les autres étaient révisés directement sur le pont d'envol avant d'être ravitaillés en carburant, réarmés pour la mission suivante. Les escadres aériennes des porte-avions réalisaient en général 2 raids principaux par jour. Les équipages travaillaient sans relâche pour que le plus grand nombre possible d'appareils soient en permanence en état de prendre part aux opérations. En moyenne, la totalité de la flotte aérienne embarquée servant dans la zone effectua quelques 11 000 sorties. Les appareils prirent part à plus de 100 raids pendant les 6 semaines de conflit, larguant plus de 1000 tonnes de bombes au cours des opérations. Pour les équipages, ce fut une période épuisante. Les missions des appareils embarqués
durait en moyenne 5 heures, ce qui représente un effort considérable, même pour des soldats surentraînés. Mais leur contribution à la campagne militaire fut précieuse, ce que ne manquèrent pas de reconnaître les commandants en chef de la coalition, parmi lesquels le général Schwarzkopf, qui déclarait après les premières semaines de combat: Ce serait négligence de ma part si je ne parlais pas des opérations navales. La Navy a fait de l'excellent travail en appui de la campagne aérienne. Les appareils de la Navy ont à ce jour effectué plus de 3500 sorties à partir de nos 6 porte-avions et ils ont tiré plus de 260 missiles Tomahawk. Le résultat final du pari insensé de Saddam Hussein fut l'anéantissement de son pouvoir et de son influence au Moyen-Orient. La majeure partie de son armée avait été écrasée par la coalition sur la route de Bassora. Son aviation était clouée au sol, ses bases aériennes dévastées par les bombardements alliés. Les forces libres koweïtiennes regagnaient leur patrie triomphalement. Et les porte-avions de l'US Navy avaient joué un rôle crucial dans la victoire finale, comme le précise le capitaine Larry Bowcom de l'USS Carl Vinson. Les porte-avions sont la clé de notre politique telle que nous la mettons en œuvre à travers le monde. La Navy est entièrement organisée autour de groupes de combat qui accompagnent chaque porte-avions. Ce sont les éléments les plus importants de notre arsenal pour ce qui est de maintenir la paix dans le monde. Ce porte-avions possède des capacités supérieures à celles de tout autre bâtiment ayant jamais pris la mer, et ces capacités sont constamment améliorées. Les porte-avions ressemblent un peu à des forteresses marines. Ils possèdent leurs propres moyens de défense. Il est donc très difficile d'en venir à bout. Il faudrait un armement considérable pour percer nos défenses. Et par conséquent, ne serait-ce qu'en raison de l'importance des moyens de protection dont disposent nos groupes de combat, il n'y a rien au monde à l'heure actuelle qui puisse même égratigner ces défenses. De nos jours, le porte-avions se révèle encore plus précieux qu'il ne l'a jamais été.